Les entreprises privées d'imagerie satellitaire sont devenues si puissantes et si utiles en temps de guerre que les gouvernements interviennent pour empêcher leurs adversaires d'en bénéficier. Alors, l'observation, eh bien, aujourd'hui, on peut tout simplement considérer qu'il y a tout le temps un satellite d'imagerie au-dessus de nos têtes. Que le gouvernement américain, sur une entreprise privée, retient et contrôle en temps de guerre l'accès à la collecte commerciale d'imagerie. Les militaires connaissent tous la boucle ODA. Observe, oriente, décide, agisse. Plus une armée est capable de réitérer cette boucle rapidement, plus elle a de chances de gagner. Celui qui décide en premier, tire en premier. Alors là, c'est clair. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, épisode 11 d'Orbit Watch, on parle de guerre de l'imagerie spatiale qui implique bien plus que les armées, mais aussi les entreprises. Avec Eric Buttlander. Bonjour Eric. Bonjour Jonathan et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, évidemment, on fera une petite update sur Artemis 2. On parlera d'applications duales des satellites chinois, de contrats entre Amazon Leo et une compagnie aérienne, avant de finir sur notre thème de la semaine qui est la guerre de l'imagerie satellitaire. Alors sans plus attendre, on y va. Petit update sur Artemis 2 qui est désormais allé au-delà du lancement et du transit pour entrer dans la partie de la mission qui compte vraiment le plus sur le côté opérationnel. L'équipage a effectué un survol lunaire le 6 avril et est passé derrière la Lune avec, au passage, une coupure de communication planifiée d'environ 40 minutes. Et puis, le contact avec la Terre a été rétabli alors qu'Orion émergeait de derrière la Lune. Durant ce passage, le vaisseau spatial a atteint environ 6545 km au-dessus de la surface lunaire, puis a établi un nouveau record de distance pour un vol spatial habité avec 405 555 km de distance avec la Terre, dépassant la marque d'Apollo 13 datant de 1970. Il ne s'agit plus seulement donc d'un retour symbolique vers la Lune après Apollo, c'est la reconstruction, parmi une nouvelle génération d'ingénieurs, de chercheurs et d'industriels, de la capacité à envoyer des humains vers la Lune. Et oui, ce qui est intéressant, c'est au-delà de ces chiffres, c'est que la mission, elle produit déjà beaucoup de résultats qui sont à la fois techniques, mais aussi symboliques. Hein, en survolant la face cachée de la Lune, l'équipage a photographié les formations de terrain, les cratères. Elles ont rapporté des observations géologiques pour soutenir les équipes scientifiques de la NASA. Elles ont capturé des images du coucher, du lever de terre, donc qui sont un petit peu iconiques de cette mission. Et d'ailleurs, on vous encourage à aller les voir, hein. Le lien sera dans la description de l'épisode. Et bon, il y a eu beaucoup d'émotions autour de cette mission. L'équipage est vraiment fort pour ça, ils sont authentiques. Et par exemple, lorsqu'ils ont proposé le nom de Carol pour un nouveau cratère, c'est le nom de la défunte épouse du commandant de la mission, Reed Wiseman. Et pour autant, eh ben, on n'oublie pas que, cette mission, c'est aussi une mission de test. Donc ces premières, elles se font dans un contexte qui est très contraint, à savoir que, la NASA ne peut pas faire plus que Artemis 2 aujourd'hui vers la Lune. D'ailleurs, au moment même où la mission a eu lieu, et ça c'est un peu ironique, la Maison Blanche a de nouveau proposé un budget où la science et de nombreux projets spatiaux fascinants ont été, littéralement sabrés de nouveau. Notez juste que au moment où l'épisode sortira, la mission Artemis aura normalement effectué son retour sur Terre. Mais nous ne savons pas encore comment cela s'est passé au moment d'enregistrer. Bref suivante. Dans l'épisode 2, nous avons parlé des énigmatiques satellites chinois Shijian et de leur capacité duale, c'est-à-dire à la fois civile et à la fois militaire. Le 24 mars, les médias d'État ont rapporté que le satellite expérimental Hukeda 2, également appelé Yuxing
306, pardonnez la prononciation, avait réussi un essai d'amarrage lié au ravitaillement en orbite basse à l'aide d'un bras robotique hautement flexible. Alors les photos sont sympathiques, et je vous invite aussi à aller les voir. C'est un bras qui évoque vraiment une trompe d'éléphant, qui a un peu la forme d'un tuyau d'aspirateur et qui est capable de contrôler son propre mouvement. Pour ceux qui ont la référence, du reste, pensez à l'aspirateur des Teletubbies. Il ne s'agissait pas encore d'un ravitaillement satellite à satellite au sens pleinement opérationnel, car le bras s'est connecté à un port cible sur le même vaisseau spatial. Mais cela reste une étape importante. Cela montre que la Chine fait mûrir les technologies de guidage de précision, d'alignement et d'amarrage, et d'interface de transfert de fluide nécessaires pour les futures missions de maintenance qui sont très complexes. Avec un tel bras flexible, cela permet une bien plus grande mobilité et capacité d'amarrage à des angles divers qu'avec un port fixe. Oui, on a coutume de dire que, la maintenance en orbite, c'est un sujet, tout à fait civil, mais en réalité, c'est effectivement tout à fait dual puisqu'on peut toujours intervenir et faire de la maintenance sur les satellites de nos adversaires. Alors publiquement, les mêmes technologies, elles sont présentes comme une prolongation de la durée de vie, la réduction des débris en orbite et la maintenance, commerciale pour prolonger la durée de vie. En pratique, ça permet des opérations de proximité, même avec un satellite qui n'est pas coopératif, une capture, un déplacement, l'inspection et potentiellement même, l'interférence entre, 2 satellites adversaires. C'est pourquoi en réalité, Shijian 21, Shijian 25, alors excusez-moi aussi ma prononciation et désormais, Ukeda 2, ça suggère que la Chine, elle passe d'expériences, ponctuelles vers une architecture où elle compte vraiment sur ses satellites. Hein, donc une architecture de maintenance plus large qui est capable de soutenir des systèmes, étatiques, militaires, commerciaux à travers plusieurs orbites différentes. Donc la China Aerospace Studies Institute pour le coup, c'est un institut américain. Elle a déjà noté il y a des années que, les technologies chinoises de maintenance en orbite pourraient à terme soutenir aussi bien des clients militaires et gouvernementaux que commerciaux. On revient en Europe avec la Pologne qui formalise son soutien à l'Ukraine par un contrat pour leur payer Starlink. Varsovie a clairement indiqué qu'elle considère ce service comme un facilitateur opérationnel essentiel plutôt que comme un don discrétionnaire. Reuters a rapporté en février 2025 que la Pologne payait déjà les frais d'abonnement Starlink de l'Ukraine et des responsables polonais ont indiqué qu'environ 20 000 terminaux avaient été livrés depuis le début de l'invasion à grande échelle. En mars 2025, des responsables polonais parlaient d'environ 30 000 kills Starlink achetés par la Pologne et opérant en Ukraine. Et la Pologne couvre environ 50 millions de dollars par an avec des projets d'achat de milliers de terminaux supplémentaires. Donc les terminaux étant ces petites antennes au sol qui permettent de communiquer avec la constellation. Cela signifie que les liaisons de commandement, la connectivité sur le terrain, les communications d'urgence et la résilience de base du réseau dépendent de plus en plus d'un service qui appartient à un unique acteur commercial étranger qui plus est, malgré son importance tant au niveau tactique, opératif que stratégique. Oui, on pourrait se demander un petit peu pourquoi les forces armées ukrainiennes s'appuient autant sur Starlink. En réalité, c'est très simple, c'est parce que c'est rapide à déployer, c'est facile d'utilisation comparativement aux autres systèmes, c'est résistant aux perturbations et surtout, c'est disponible à grande échelle, d'une manière que peu d'alternatives offrent actuellement. Mais cette dépendance, elle a aussi, tu l'as dit, une exposition stratégique. Si un fournisseur commercial devient indispensable sur le champ de bataille, il a aussi le droit des contrats, un financement, une pression politique et même une prise de décision d'entreprise qui deviennent en fait des atouts stratégiques. Alors la Pologne, on pourrait se demander si c'est un petit peu un cheval de Troie, de SpaceX en Europe. Alors oui et non. Si on regarde avec un peu de recul, c'est vrai que c'est quand même un État de l'OTAN et de l'Union européenne qui finance un système privé de communication orbitale avec un pays en guerre. Alors ça, c'est vrai, mais on l'a dit, il n'y a pas vraiment d'opportunité, autre aujourd'hui. Il y a eu des tests avec le système, Eutelsat, donc OneWeb, qui n'ont pas débouché, en tout cas publiquement, sur grand-chose et les autres systèmes aujourd'hui ne sont pas encore matures et donc les constellations ne peuvent pas fournir ce type de service que Starlink est en capacité de faire aujourd'hui.
Et on reste dans le domaine des télécommunications par satellite avec Amazon Leo qui remporte un accord avec Delta Airlines, montrant comment la connectivité en orbite basse entre dans l'aviation à grande échelle. Le réseau haut débit en orbite basse d'Amazon a obtenu un important contrat de mobilité avec Delta Airlines. La compagnie aérienne a annoncé le 31 mars qu'elle commencera à installer cette connectivité sur un premier lot de 500 avions à partir de 2028. En surface, cela ressemble à une histoire de Wi-Fi en avion, plus de confort, etc. Mais sur le plan opérationnel, c'est beaucoup plus important que cela. Delta parie en réalité qu'une nouvelle architecture en orbite basse peut fournir la bande passante, la latence et la continuité nécessaires pour une connectivité gate-to-gate à l'échelle de toute la flotte. Notons qu'il s'agit du deuxième grand client aérien d'Amazon Leo après JetBlue, ce qui signifie qu'elle a une véritable captation du marché dans l'aviation. Delta a déclaré que ce partenariat doit soutenir non seulement l'accès Internet des passagers, mais aussi une expérience numérique plus large à travers l'aviation et l'écosystème du voyage. Delta garde, cela dit, ses partenaires tels que Viasat et Hughes, ce qui signifie que les compagnies aériennes ne cherchent pas seulement du Wi-Fi à bord, comme je viens de le dire, mais un réseau résilient pour l'opération de toute la flotte. Alors, en réalité, il y a un angle de concurrence, industrielle, mais il y a aussi le fait que les compagnies aériennes attendaient et attendent toujours, cette fameuse, concurrence. Hein. Amazon a investi maintenant au moins 10 milliards de dollars dans sa constellation, a lancé plus de 240 satellites, tout en continuant sa course pour accélérer son déploiement et la couverture du service. Bon, Starlink reste beaucoup plus avancé aujourd'hui avec plus de 10 000 satellites opérationnels en orbite et a capté la majorité du marché. Alors ce contrat avec Delta, ça a une valeur stratégique, non seulement à cause des revenus qu'ils vont apporter, mais aussi parce qu'il aide à légitimer Amazon Leo comme une alternative crédible. D'un point de vue militaire et aussi et stratégique, plus l'aviation civile, le transport maritime et la logistique à distance vont dépendre de grandes constellations Léo, plus ces constellations deviennent une partie du tissu un peu plus large des communications sur lesquelles les États-Unis et les États en général peuvent s'appuyer en cas de crise ou de conflit. Alors, Amazon, c'est l'un des nombreux acteurs sur la brèche pour fournir des communications et je pense qu'on dira même plus bientôt que telle ou telle constellation de communication passe par l'espace, ce sera juste un élément de l'infrastructure. Pour les militaires, évidemment, c'est une option de plus, avec des fréquences un petit peu différentes de celles de SpaceX, donc c'est une diversification qui sera bienvenue. Et on passe à notre dernière brève en retournant en Chine. La semaine dernière, nous avons parlé des plateformes américaines de surveillance qui suivent de près les satellites chinois en orbite géostationnaire. Eh bien, cette semaine, le mouvement qui attire l'attention est du côté chinois. Le centre de compétences espace indique que le satellite TJS-10 de la Chine donc a exécuté une manœuvre brusque à la fin mars et a inversé sa direction de dérive sur l'arc géostationnaire, près de la paire Shijian 29A et B, qui était déjà devenue une cible d'observation prioritaire pour les satellites GSSAP américains. TJS-10 n'est pas un satellite de communication ordinaire au sens habituel. Depuis son lancement en novembre 2023, des analystes extérieurs considèrent que la série, alors attention à la prononciation, Tongxin Yishu Xiyan, je m'en excuse encore une fois, est comme une famille duale et il y a une partie opaque qui inclut probablement des missions de communication, mais aussi de signal intelligence, donc de renseignement électromagnétique, d'inspection et encore d'autres missions liées à l'armée en orbite géostationnaire. Donc, lorsque TGS-10 change soudainement de comportement près d'une paire sensible de vaisseaux spatiaux chinois déjà sous surveillance américaine, cela est significatif sur le plan opérationnel. Oui, on pourrait se dire que la Chine a commencé à suivre ouvertement un satellite américain dont on n'aurait peut-être pas les données orbitales, hein, mais en fait, c'est vachement plus probable qu'elle envoie un signal de dissuasion avec ce mouvement. On voit vos inspecteurs, on peut placer nos propres moyens avec une manœuvre rapide, tout en changeant, la dérive de notre satellite rapidement. Donc il a été rapporté dans la presse cette semaine, une nouvelle analyste un avis qui identifie des dizaines de manœuvres inhabituelles chinoises en orbite géostationnaire au cours des dernières années. Et tout ça, c'est cohérent avec des rôles militaires ou de renseignement de leurs satellites. Pendant que le suivi commercial a montré que ben, cette paire de satellites américaines, elle effectuait un relais pour maintenir une observation continue des satellites Shijian 29 en mars. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire tout simplement que ce mouvement de TJS-10, c'est pas un repositionnement de routine, c'est une contre-signalisation délibérée dans des opérations de proximité en orbite. Ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'on se demandait, quand est-ce qu'on allait continuer à se rapprocher de la ligne rouge, et ben, c'est simplement quelques jours plus tard, on continue de s'en rapprocher. On a déjà parlé de ce sujet et je pense qu'on en reparlera encore parce que, on continue d'aller dans des opérations qui sont toujours plus flexibles et aussi toujours plus dangereuses. Bref, ça promet. On passe maintenant au thème principal de la semaine. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Comme indiqué en introduction, le thème c'est la guerre de l'imagerie spatiale. Les entreprises privées d'imagerie satellitaire sont devenues si puissantes et si utiles en temps de guerre que les gouvernements interviennent pour empêcher leur adversaire d'en bénéficier. On parle donc plus seulement de transparence ou de données en source ouverte, ou encore d'observation commerciale de la Terre comme une activité juste économique. En temps de guerre, ça a une véritable valeur militaire pour trouver des cibles, ce qui rend aussi accessoirement les entreprises privées des buts militaires légitimes. Alors, suivre le mouvement des troupes, surveiller les bases aériennes, les ports, les sites, les missiles, etc., toutes ces choses sont faisables avec l'imagerie. Les acteurs cherchent donc à nier cette capacité à leurs adversaires, ce qui veut dire ne pas leur permettre d'acheter cette imagerie ou de retarder sa publication, de limiter la résolution ou carrément de bloquer certains clients de certaines régions. Dans les années 80, les QG des armées occidentales avaient les heures de passage des satellites d'imagerie de l'USSR pour être capable de se soustraire à leurs observations. Et bien aujourd'hui, notamment par rapport aux satellites chinois, on peut tout simplement considérer qu'il y a tout le temps un satellite d'imagerie au-dessus de nos têtes ou éventuellement avoir au contraire juste les quelques petites heures où il n'y en a pas. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet aujourd'hui? Eh ben, c'est parce qu'on observe un autre cas concret, de rétention de l'information. C'est le cas, par exemple, de Planet, et de bien d'autres opérateurs américains aujourd'hui. Donc Planet, c'est intéressant parce que c'est pas un satellite qui a été brouillé, c'est pas un satellite qui a été repéré, piraté ou adapté, à physiquement attaquer, par exemple, mais une rétention volontaire, d'images de l'Iran et de la région qui l'entoure. Alors, heu, en cas de conflit, et c'était déjà le cas chez Planet, l'imagerie était déjà retardée d'une quinzaine de jours, puis à la demande du gouvernement américain, elle est maintenant retenue pour une durée indéterminée depuis le 9 mars. Donc on peut dire que le gouvernement américain, sur une entreprise privée, retient et contrôle en temps de guerre l'accès à la collecte commerciale d'imagerie. Donc Planet, je l'ai dit, hein, c'est pas un acteur marginal, c'est un acteur principal de l'imagerie américaine, comme Ventor par exemple, et la constellation, SkySat de Planet, elle fournit des images d'environ 50 centimètres de résolution et peut revisiter des cibles jusqu'à 10 ou 15 fois par jour. Ce qui veut dire que, ben, on peut avoir, sur des zones éclairées, plus d'une image par heure. Alors, c'est largement suffisant, par exemple, pour permettre aux utilisateurs militaires de surveiller, des avions sur les parkings, des mouvements de troupes, l'activité autour des abris, des zones de carburant ou de logistique, des mouvements de port et cetera, et aussi pour, évaluer les structures endommagées par des bombardements. Donc on peut se poser une vraie question: qui peut vraiment exploiter l'imagerie commerciale? À quel moment elle peut être reçue?
Et est-ce que c'est contrôlé uniquement par les États, pour savoir si les opérations peuvent continuer d'avoir lieu ouvertement ou non? Oui, creusons un peu cette histoire de timing, hein, Eric, parce que c'est vraiment une forme de contrôle d'accès au final. C'est pas une censure, mais c'est vraiment un déni sélectif d'accès au champ de bataille, non seulement à l'adversaire, mais aussi en fait, in fine, au reste du monde. Alors, évidemment, on a entendu, hein, que la Russie aurait fait, l'inverse en fournissant son imagerie à l'Iran pour les soutenir dans leur combat et le 7 avril, une évaluation du renseignement ukrainien a affirmé que la Russie avait fourni à l'Iran de l'imagerie satellitaire, ainsi qu'un soutien dans cyberattaques donc. Alors, l'enjeu en soi, c'est pas l'imagerie en général, mais le contrôle de l'accès à ces imageries, commerciales prises depuis l'orbite, de façon à empêcher l'adversaire de les exploiter, excusez-moi, à temps. Et comme tu l'as déjà dit Eric, tout est dans le temps. Ce qui compte, hein, c'est la cadence, le timing, la résolution aussi quand même pour interpréter les données, pour avoir accès à la cible. Et les gouvernements peuvent façonner ce qui est vu et quand cela est vu. C'est ce que les États-Unis font avec Planet. Quand on parle de conduite militaire, on parle de rythme et de tempo, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un commandant prend une décision après avoir reçu un ordre et la fréquence à laquelle il en informe ou ordonne ses subordonnés. Et dans cette optique, l'intervalle de revisite donc d'un satellite au-dessus d'une cible est certes important, mais ce qu'on s'aperçoit qui joue encore plus un rôle, c'est la latence entre le moment où l'image est prise par le satellite et au moment où elle est disponible sur l'écran du décideur, ce qui là devient encore plus, puissant et pertinent. Oui, tu as raison, Jonathan. On peut même citer un article de Space News qui est très récent, qui a quelques jours à peine, et qui lui évoque les temps, du fournisseur, Ventor pour la Space Force. Et bah, ces temps, elles sont sous les 20 et même parfois sous les 10 minutes. Ce qui permet, en théorie, par exemple, d'envoyer ses avions en mission, de bombardement, de prendre des images pendant que les avions sont en l'air, de prendre des images des cibles et de les évaluer en cours de mission. Alors cette capacité d'observation, d'imagerie, ça change un petit peu la façon dont on se sert des satellites puisqu'on n'est plus, dans une période, on va parler des années 80, là on s'envoyait carrément des pellicules, qu'on renvoyait au sol. On n'en est plus, à obtenir des images qui sont longuement transmises à une seule base au sol, mais on en est à la préparation immédiate des cibles avant les frappes, pour l'évaluation et aussi, pour l'évaluation des dégâts. Donc on peut complètement changer en fait la façon dont les opérations sont réalisées aujourd'hui. Et ça, bah, tu l'as dit, ça touche pas que les Américains. Ce sont des capacités qui sont, uniques pour les grandes puissances, par exemple la Chine, la Russie, qui ont accès à ce type d'outils et elles en font bénéficier leurs alliés. Donc il y a cet article de Reuters qui a évoqué, l'aide russe à l'Iran. Alors Moscou a nié les accusations, mais il a été rapporté que la Russie aurait mené 24 relevés satellitaires entre le 21 et le 31 mars, en couvrant jusqu'à 46 sites dans 11 pays différents. Donc ça, c'est pas le profil, un simple partage symbolique de renseignements, on vous donne des images. Non, ce sont des images qui portent sur des installations militaires, qui portent sur des mouvements de troupes et on comprend un petit peu avec ce genre d'informations que c'est pas un hasard si des médias américains, notamment CNN, ont rapporté que les militaires américains ne dorment plus actuellement, dans leurs bases, au Moyen-Orient, mais dans des hôtels qui ont été répartis dans toute la région. Et oui, il y a une forme de dislocation pour éviter d'être frappé, puisque l'imagerie peut évidemment appuyer la sélection des cibles, surtout avec une telle rapidité d'acquisition d'images et l'affinement des trajectoires, des munitions, ou du targeting en tout cas. Dans cette chaîne de ciblage, eh bien, l'imagerie satellitaire, elle peut confirmer si une base aérienne est active, identifier exactement où sont mis les avions. On a vu que récemment les Américains avaient perdu, plusieurs avions au sol et puis finalement vérifier les zones de carburant ou les chaînes logistiques, bref, les emplacements où il est pertinent de venir frapper. Un exemple, celui de la base aérienne de Prince Sultan en Arabie Saoudite, attaquée le 27 mars 2026. Un satellite russe l'aurait imagé juste avant la frappe de l'Iran, puis un autre satellite russe serait passé juste ensuite, hein, pour faire le Battle Damage Assessment, pour vérifier les dégâts, si on l'a touché ou pas. Alors, par le passé, la question était qui possédait les meilleurs satellites de reconnaissance, et puis c'était des mastodontes avec une énorme résolution et, comme tu l'as dit tout à l'heure, Eric, une pellicule qu'on renvoyait sur Terre. Et maintenant, c'est
qui peut l'exploiter le plus rapidement, respectivement, et qui peut refuser l'accès au moment décisif. Les militaires connaissent tous la boucle ODA. Observe, oriente, décide, agit. C'est vraiment une boucle. À partir du moment où on est rendu conscient d'un phénomène qu'on observe ou de sa cible, et au moment où on agit, on frappe. Plus une armée est capable de réitérer cette boucle rapidement, plus elle a de chances de gagner, car elle bénéficie non seulement de l'initiative, ce qui est très important, mais aussi d'un plus grand retour d'expérience suite à ses actions, ce qui permet vraiment de corriger très vite sa conduite et son tir. Si on paraphrase cette boucle ODA en langage plus simple, celui qui décide en premier tire en premier. Alors là, c'est clair. Donc, en réduisant drastiquement le temps de livraison des images, les acteurs de l'imagerie permettent aux opérationnels d'accélérer cette boucle, ce qui est critique tant au niveau tactique qu'opératif. Oui, puis ce qu'on voit, c'est aussi que, bah, ces activités, elles ne sont plus vraiment, uniquement celles des États, hein. Les États ne monopolisent plus, la vue depuis l'orbite. C'est beaucoup des acteurs privés et les États-Unis, on l'a vu en particulier, mais aussi la Chine, hein, d'ailleurs, s'appuient énormément sur les entreprises commerciales qui ont pu lever plus de fonds, qui ont pu déployer beaucoup de satellites pour des besoins, commerciaux civils aussi, hein, avec, par exemple, l'imagerie de Google Maps. Hem et tout ça, ça forme quand même une partie d'architecture de renseignement des fois ouvert et ce marché, eh ben, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il reste commercial sur le long terme? Oui, jusqu'à un certain point, hein. On voit avec ce conflit en Iran, on peut être transparent, on peut être un acteur qui fournit des images, à la presse, aux institutionnels comme aux civils, mais quand le conflit, s'intensifie, ben, ça devient une ressource stratégique et tout de suite, les États peuvent fermer le robinet et imposer leur volonté. Donc c'est un contrôle sur les satellites qui n'est pas que, orbital ou cinétique et cetera, qui compte, dans l'espace. C'est aussi un contrôle institutionnel sur les satellites de certains pays, et là, on se rend compte que d'être opérateur américain, être opérateur, dans l'OTAN, être opérateur européen et bah, ça n'a pas la même valeur, pour regarder une situation opérationnelle. Oui, je pense que tu l'as très bien dit, Eric, c'est vraiment le robinet. On pense plus à ces quelques satellites en orbite. Là, ça devient vraiment des flottes entières, des constellations entières, et donc il y a un débit d'informations. Et ce qui compte, c'est bah, à quelle vitesse est-ce que j'ai cette information, et respectivement, qui peut fermer le robinet pour ne pas déverser l'information dans le verre des autres. Donc l'orbite, c'est maintenant non seulement une zone de facilitation, mais aussi une zone de déni. On va utiliser pour gérer le flux d'informations qui proviennent de l'espace, et donc en limiter l'accès à nos adversaires. C'est pour cela donc qu'on peut parler d'une guerre de l'imagerie spatiale qui va bien au-delà des satellites, mais qui parle simplement d'imagerie en tant que telle. Voilà, on en a fini pour, cette semaine. Merci Eric. Merci à toi et merci à tous. C'était vraiment un sujet, passionnant, et qui vraiment est profond, et qui lie profondément le spatial, la technique, l'ingénierie, les entreprises et les conflits armés dans quelque chose qu'on est en fait un peu tous en train de découvrir tous ensemble, qui est comment est-ce que l'espace sert les conflits modernes. On vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.